Ethic et Smart vous est présenté en partenariat avec Soprasteria Next pour un monde numérique audacieux et responsable. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue Ethic et Smart, c'est l'émission de l'éthique numérique, de la responsabilité des entreprises et de la transformation digitale. Après avoir évoqué dans nos rendez-vous précédents la confiance à l'ère du travail à distance, l'innovation sociale et l'accessibilité numérique, la maîtrise de la supply chain, je vous propose aujourd'hui de parler éthique by design ou comment placer l'éthique au cœur du processus de conception, d'évaluation et de décision. Comment faire du numérique un allié de l'éthique? Comment la placer au cœur de la stratégie des entreprises? C'est notre thème du jour et pour poser les enjeux de ce thème, j'accueille Amélie Aubry. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes directrice générale chez Edelman France. On va s'appuyer sur votre baromètre de la confiance. C'est un outil qui est très utilisé par les entreprises, que vous utilisez évidemment vous aussi chez Edelman. Il existe depuis quand et c'est quoi son objectif, ce baromètre? Donc on édite ce baromètre sur la confiance bien avant que tout le monde en parle, donc ça fait 21 ans maintenant. Son objet, c'est d'aller regarder la confiance dans les différentes institutions, à savoir les entreprises, les gouvernements, les médias et les ONG, afin de pouvoir regarder où sont les leviers de confiance, où sont les freins de confiance et comment se situe la France dans l'échiquier mondial. Ouais. Alors le contexte il est évidemment particulier. Est-ce que vous diriez qu'il est plutôt sombre justement avec cette année Covid dont on sort à peine, quoi? Alors ce qu'on a pu voir et j'ai envie de dire, toute situation de guerre crée une bulle de confiance. Et pour en parler avec de grands experts, et en regardant le vocable qu'on a pu utiliser pendant cette situation dramatique, on a parlé d'une situation de guerre. Et donc, ça crée des bulles de confiance. Donc, on a vu un pic, en fait, en mai, puisqu'on a édité un rapport spécial. Et aujourd'hui, on est redescendu. Et on a une vraie crise de défiance liée à une sortie de crise, en fait, qui a mis du temps à arriver, liée aux espoirs qu'on avait placés en mai sur une sortie de crise rapide, sur des institutions qui nous auraient apporté beaucoup plus de certitude, notamment les scientifiques, mais d'autres. Et au final, la population est un peu déçue. Et même si on a gagné des points de confiance, donc passant de 45 points de confiance pour la France en 2020 à 48 en 2021, on reste très très bas dans l'échiquier mondial. Ça veut dire que la France, c'est un pays assez traditionnellement, où on peut dire quoi, que les citoyens ont assez peu confiance en leurs institutions et notamment l'État? Toujours. La France, et quand on en parle avec nos homologues internationaux, est toujours très très bas dans la confiance, toujours en dessous de la majorité. Donc 45 points, vous voyez, c'est très bas et on a du mal à se départir de ça et c'est une situation qui dure depuis longtemps. Du fait d'une culture, du débat, du questionnement, de l'envie d'être plus perfectible, plus utopiste, etc. Et donc, historiquement, on attend toujours plus des institutions de ce qu'elles sont capables de délivrer. Alors, est-ce que les dirigeants, leurs entreprises sont épargnés, relativement épargnés par ce climat général de défiance? Alors, ce qu'on voit, c'est que l'entreprise reste un repère de confiance avec une situation qui va être stable alors que d'autres vont être en déclin. Les médias, malheureusement, sont extrêmement en déclin. Les ONG ne trouvent plus de place dans ce rôle d'intermédiaire puisque les citoyens ont le moyen d'agir. Les gouvernements ont été un petit peu récemment en évolution positive, mais l'entreprise reste stable à 50, 51, 52 points de confiance. Ce qu'on attend d'eux, c'est qu'elles agissent et qu'elles prennent le relais des gouvernements. Pourquoi? Parce qu'on estime en fait qu'elles vont plus vite, avec plus d'impact, et qu'elles n'ont pas besoin d'attendre une régulation pour impacter et imposer un changement. Mais ça, c'est intéressant. Ça veut dire que les citoyens attendent de l'entreprise un engagement qui va au-delà de l'emploi, du business, de la rentabilité, un engagement sociétal. Bien au-delà. En effet, on attend des CEO, et c'est 67% des Français qui nous le disent, en fait, on attend des dirigeants qu'ils interviennent en relais des gouvernements quand le gouvernement n'arrive pas à résoudre les problèmes de la société. Ça, c'est nouveau ou ça existait dans C'est une les lame de baromètres fond précédents depuis 4-5 ans, avec cet accueil, je dirais, des fonds privés, en relais des fonds publics, peut-être un deuil d'une société qui serait uniquement tirée par le gouvernement, et donc une place et un accueil de ce que peuvent apporter les entreprises dans cette donne-là. Et ce qu'on a vu, c'est que durant cette crise, les entreprises ont été à la hauteur. Donc on a vu un vrai regain de confiance dans les entreprises. Alors ça passe de, bien sûr, la production de gel hydroalcoolique, ça passe par même des appareils respiratoires,
soir, comme certaines marques. Donc ça a été extrêmement large, extrêmement rapide et de façon massive. Et donc on a vu la force de frappe d'une entreprise et la nécessité d'avoir le privé aux côtés pour faire avancer la donne. Alors dans cette émission, on parle d'éthique numérique. Est-ce que le secteur de la tech, comment il est perçu dans l'opinion? Est-ce qu'il vient plutôt dans les secteurs cités spontanément et positivement? Donc c'est le deuxième secteur le plus trusté, donc celui qui va être, en bon français, celui qui génère le plus de confiance, derrière la santé. Le secteur de la santé a gagné 1 point, et en revanche, le secteur de la tech a perdu 6 points liés à cette crise. Pourquoi? Parce que la tech va générer beaucoup de peur. La première préoccupation des Français, aujourd'hui, c'est de perdre leur emploi. Et on voit bien que l'IA et la robotisation, en fait, sont des leviers, malheureusement, je vais le dire comme tel, de perte d'emploi et donc de remplacement de l'humain. Et donc, il y a à la fois cette peur de la tech. Oui, et on y reviendra. Je vous reposerai la question tout à l'heure dans la partie débat, parce que je pense qu'il faut détailler un peu les leviers, effectivement, de cette perception du secteur. On continue donc de développer l'éthique numérique. Comment la placer au cœur de la stratégie? C'est tout de suite avec mes invités. Faire du numérique un allié de l'éthique, placer l'éthique au cœur des processus de conception, d'évaluation, de décision. On ouvre notre débat avec Philippe Marquez. Bonjour, bienvenue. Vous êtes partenaire chez Sopra Steria Next, qui est la marque de conseil en transformation digitale du groupe Sopra Steria, l'un des leaders européens du conseil des services numériques et de l'édition de logiciels. J'accueille également Adrienne Aurel-Pagès. Bonjour, directrice de l'engagement citoyen à la Banque Postale. Et puis avec nous, en visioconférence, Anthony Zwiebel, qui est cofondateur de Moral Score. Bonjour Anthony, bienvenue. Bonjour. Vous entendez bien? Oui. Tout marche, c'est parfait, la vie est belle, on peut démarrer. Amélie Aubry, évidemment, et rester avec nous, toujours directrice générale chez Edelman France. Philippe Marquez, je vais commencer avec vous, parce qu'il y a cette note d'analyse de l'exploratoire de Sopra Steria Next, qui est, je le rappelle, un do tank qui est dédié aux questions d'éthique, de confiance et de responsabilité dans la transformation et les pratiques numériques des entreprises. Voilà, vous proposez régulièrement aux dirigeants des outils de réflexion qui sont vraiment passionnants, et vous explorez notre thème du jour. Vous placez en première ligne les questions d'enseignement et de formation. Pourquoi? Tout à fait. Écoutez, parce que tout a été trop vite. Et qu'en 15 ans, avec les technologies de la mobilité et évidemment les smartphones, le numérique s'est installé partout dans nos vies. Et les organisations et bien entendu les établissements d'enseignement n'ont pas pu suivre dans la sensibilisation des étudiants, bien sûr, de la manière les organisations professionnelles, les entreprises n'ont pas pu suivre dans la sensibilisation de leurs collaborateurs. Donc il s'agit de rattraper ce retard et de développer, on va dire, un socle commun de culture générale de ce qu'est le numérique. Bon, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que c'est une forte attente des étudiants et des jeunes générations. Oui, mettre même un peu la pression aux directeurs d'universités ou de grandes écoles sur ce thème-là. Et puis nous-mêmes, moi, quand je reçois des candidats pour Sopra Steria Next, c'est une question qu'ils posent. Quel est votre engagement en matière de responsabilité sociétale? Et donc ça veut dire que vous proposez d'accompagner, par exemple, les présidents d'universités ou de grandes écoles pour définir ce qui pourrait être ce socle commun? Alors l'intention première de notre exploratoire, c'est d'expérimenter. Donc en effet, on veut contribuer à créer ce socle de culture générale ou de connaissances autour du numérique. On a déjà des initiatives avec nos écoles partenaires et on est par exemple mécène principal de la chaire de Sciences Po sur digital, gouvernance et souveraineté. Ça veut dire qu'il faut une idée de transversalité? Tout à fait. Oui, c'est ça, quand on parle de tronc commun, par définition, il y a une idée de transversalité. Parce que, naturellement, ça ne s'adresse pas aux futurs experts du numérique. On parle là de tous les futurs actifs. Alors, c'est passionnant parce que ça rejoint la démarche des entreprises. À la Banque Postale, Adrienne Aurel-Pagès, il y a cette... Alors, la Banque Postale, la Banque Citoyenne, c'est presque un élément constitutif, c'est un élément de communication aussi, mais ça veut dire que c'est une notion centrale et qu'on retrouve cette idée de transversalité? Oui, absolument. Oui. Alors, l'engagement citoyen, il est absolument au cœur de l'ADN de la Banque Postale, qui a été créée il y a 15 ans, avec cette idée d'exercer le métier de banquier différemment, notamment via la mission d'accessibilité bancaire qui permet à plus d'1,5 million de clients aujourd'hui d'ouvrir un livret A sur lequel il peut exercer les activités bancaires, comme par exemple recevoir les prestations sociales. Aujourd'hui, nous, on veut aller plus loin
dans cet ADN citoyen autour des enjeux notamment de la transition juste. Alors la transition juste, c'est donc la transition, accompagner la transition énergétique, mais en minimisant les impacts sociaux, même en essayant de créer des impacts sociaux positifs, comme la création d'emplois verts. Et donc ça, on le fait par l'innovation. Donc nous, on innove autour d'une offre de produits et de services sur l'engagement citoyen. Par exemple, les prêts verts aux collectivités locales, où on va intégrer Carbo, qui est une offre qui permet de calculer l'empreinte carbone de la consommation de nos clients. On le fait aussi en transformant, on parlait des enjeux de la transformation numérique. Effectivement, sur la transformation citoyenne, on est aussi dans ces enjeux pour intégrer maintenant aux prises de décision et d'investissement l'impact environnemental et social. Et puis on le fait effectivement vis-à-vis de nos collaborateurs pour les engager aussi dans leur quotidien, qu'ils soient renouvelés avec cette expérience de l'engagement citoyen. Et donc, je rebondis sur ce que disait Philippe Marquez, c'est-à-dire qu'il y a une formation sur ces thématiques-là au sein de la Banque Postale, peut-être pour rattraper ce retard collectif qu'on subit tous. Oui, absolument. La formation, elle est absolument clé pour nous, que ce soit pour nos cadres dirigeants, mais aussi comme pour nos conseillers bancaires, dont le métier est en train d'évoluer vers l'accompagnement de nos clients dans leurs projets de transition énergétique. Donc effectivement, on travaille à la formation à tous les niveaux. Et ce qui est effectivement important, c'est cette notion de transversalité que vous nommiez. On n'a plus le temps pour que les enjeux de développement durable soient uniquement un sujet d'experts, mais il faut vraiment que tout le monde s'approprie le sujet pour aussi que chacun puisse faire évoluer son métier en fonction de ces enjeux de la transition. Et cette idée d'éthique numérique, elle se retrouve, par exemple, est-ce qu'il y a un poste, je ne sais pas, de responsable de l'éthique numérique à la Banque Postale? Non, pas encore. Alors c'est inclus effectivement dans l'engagement citoyen, mais c'est des sujets qui sont de plus en plus importants et sur lesquels effectivement on voit aussi que la réglementation commence à arriver. Oui, ça fait partie de votre job, mais ce n'est pas encore un poste spécifique. Ça, vous conseillez aux entreprises de créer ces postes-là ou pas forcément? Ça dépend des entreprises, j'imagine. Oui, exactement. On n'a pas de conviction sur le fait qu'il faille créer ce poste-là. En revanche, faire l'exercice de se poser la question de ce qu'il faut pour le créer, c'est-à-dire où se placent à quel niveau se prennent les décisions en matière d'éthique, ça c'est intéressant. Et en tout cas, nous sommes convaincus que ça se passe au niveau des directions générales. Et alors, il y a un outil qui peut aider les entreprises en général, c'est ce Moral Score, Anthony Zwiebel. C'est quoi? Il faut peut-être nous expliquer en quelques mots, d'abord pour commencer, de quoi il s'agit. Oui, alors Moral Score, c'est une app gratuite. En fait, c'est une plateforme qui permet de s'informer et de choisir des marques qui correspondent à ses valeurs. En fait, on compte aujourd'hui 500 000 utilisateurs. Et parmi ces utilisateurs, on retrouve des personnes qui souhaitent mieux consommer et qui cherchent donc des entreprises éthiques dans des secteurs des banques, fournisseurs d'énergie, dans la mode, dans les smartphones, etc. Ou des personnes qui souhaitent trouver un emploi dans une société qui respecte ses valeurs, ou simplement des curieux qui veulent en fait découvrir le dessous de chaque entreprise. En fait, sur Moral Score, aujourd'hui, on a évalué près de 1000 marques et entreprises. Donc c'est vraiment un service gratuit pour tout le monde. Mais Moral Score en fait s'adresse aussi, donc comme vous le disiez, aux entreprises directement. On souhaite leur donner l'opportunité d'entreprendre une démarche responsable. En fait, ce qui est important, c'est de savoir où on en est, et donc on propose d'établir un état des lieux de leur réputation, ce qui va leur donner les sujets sur lesquels l'entreprise est transparente et importante, et à l'inverse, les domaines où tout est un peu plus obscur et opaque. Et donc cet état des lieux-là, il est réalisé par les analystes de Moral Score. À la fin, on a un rapport détaillé et l'entreprise a ensuite la possibilité d'être affichée sur Moral Score pour faire preuve d'encore plus de transparence. Oui, donc c'est vraiment le point de départ. Pardon, je vous interromps, Anthony. C'est vraiment ce qui est intéressant, c'est savoir d'où l'on part pour se tracer un chemin. Ça, on est au cœur de la stratégie, puisque c'est aussi le thème de l'émission aujourd'hui. Pour bien comprendre, c'est un outil de veille sur Internet, évidemment avec un travail d'analyse important, mais c'est d'abord un outil de veille sur Internet. Oui, en fait, dès lors qu'on a évalué une société, qu'on l'affiche sur Moral Score, ensuite on a en interne une veille sur chacune de ces sociétés-là pour ajouter des nouvelles informations, mettre à jour la fiche de chaque entreprise. C'est aussi collaboratif parce que tous nos utilisateurs peuvent nous faire remonter une information qu'on aurait omis, et les entreprises directement, via cet outil d'état des lieux de certification, peuvent aussi nous faire part d'informations. En
En fait, on pense que la transparence, c'est la première étape indispensable dans une démarche responsable. Quand on est une petite entreprise et qu'on démarre, on démarre d'une feuille blanche et donc tout de suite c'est plus simple d'être éthique. Par contre, quand on est une multinationale et qu'on existe depuis des décennies, tout de suite c'est plus complexe d'entreprendre une démarche responsable. Et donc la transparence permet finalement à toutes les parties prenantes, donc les prospects, les employés, les clients, les fournisseurs, les investisseurs, cette transparence, elle permet donc de juger de la démarche responsable de chaque entreprise. Alors, c'est vraiment intéressant. Philippe Marquez, c'est un outil je disais, savoir d'où l'on part pour pouvoir tracer le chemin. Ça, c'est vraiment un outil utile aux entreprises, quelque chose comme le Moral Score ? Bien sûr, il y a 3 choses qui font bouger les choses. C'est évidemment le réglementaire. Oui. Qui arrive sur les questions numériques souvent un petit peu en décalé. Pas seulement sur le numérique, mais bon, c'est aussi sous la pression des consommateurs, de l'opinion et du pays, mais bref. Le deuxième point, c'est la pression des investisseurs, et puis c'est la pression de l'opinion. Et c'est sûr qu'un outil comme Moral Score permet à l'entreprise de voir quelle résonance elle a auprès de ses clients en matière d'éthique. Voilà. Donc bien sûr, c'est un moyen de faire évoluer les choses. Oui. Vous proposez aussi une matrice pour identifier, pour prioriser, parce que c'est ça aussi la difficulté d'un dirigeant, c'est dans tous les critères. Là, on a beaucoup parlé de transparence, mais c'est de prioriser ces critères en matière d'éthique. En fonction de son secteur d'activité, un critère éthique a peut-être moins d'importance qu'un autre. Et pour pas faire de jargon, en tout cas, c'est un outil qu'on souhaite expérimenter et qui permet, entre guillemets, d'évaluer l'impact de tel ou tel critère éthique sur les parties prenantes de l'entreprise, qu'elles soient internes ou externes. Ça marche comment ? On rentre les critères dans la machine Exactement. Pardon d'employer des termes ultra béotiens, mais bon. C'est vrai que je parle de critères éthiques, mais évidemment, derrière, on peut parler de développement ou d'environnement. On peut parler de protection de la vie privée, de sécurité des données, de la qualité de vie au travail, maintenant que le numérique installe le travail à domicile. Et donc, on place ces critères en fonction de son secteur d'activité et puis de ses valeurs, de sa promesse client et collaborateur. Et puis ça permet peut-être ensuite à chaque salarié de l'entreprise, un conseiller bancaire par exemple, de voir si une décision qu'il prend est bien en cohérence, en adéquation avec, on va dire, le standard éthique de son entreprise. J'aimerais bien vous entendre sur ce Moral Score. Amélie Aubry, le mot de transparence, ça rejoint, j'imagine, une demande qui est assez récurrente dans les enquêtes que vous faites dans ce baromètre de la confiance. Exactement. On a 64% des consommateurs qui pensent avoir le pouvoir de faire changer une entreprise. Donc on voit bien à la fois la pression de l'opinion, ce qu'elle peut apporter, comment elle peut accélérer une transition d'une entreprise, et à la fois la prise de conscience du consommateur qu'il a les moyens de faire bouger les lignes désormais. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, le Moral Score, moi, je trouve ça très positif. De toute façon, tout ce qui pousse à une accélération plus forte, à une prise de conscience de la nécessité d'avoir un impact positif pour la société, est important et nécessaire vis-à-vis de l'opinion et permet d'avoir des points de confiance en plus pour son entreprise. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne demande pas la transparence totale, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que qu'il y ait une volonté de transparence, qu'elle soit affichée par l'entreprise. Peut-être même qu'il faut admettre qu'on a quelques défauts, quelques marges de manœuvre. Diane ? Oui, effectivement. Ce qui est intéressant avec le Moral Score, c'est un outil d'aide à la décision. Hein. Donc, ça, c'est pas uniquement, ça va pas nous donner la décision finale, mais ça va nous aider effectivement à traiter ces données extra-financières qui sont aujourd'hui assez foisonnantes et surtout qui ne sont pas standardisées, normalisées, à la différence des données financières qui le sont aujourd'hui. Donc, tout outil comme ça est très utile effectivement dans l'appréciation de la trajectoire d'une entreprise. Anthony Zwiebel, je reviens vers vous parce qu'on a évoqué avec Amélie Aubry tout à l'heure l'année Covid. Est-ce que vous voyez un effet Covid sur ces questions d'éthique en général, telles que vous les évaluez avec ce Moral Score ? C'est vrai qu'on peut parler d'un effet Covid sur ces questions éthiques. En fait, avec Moral Score, qui peut être aujourd'hui considéré comme un observatoire vivant de l'éthique, on a observé qu'il y a un déplacement de l'échelle des valeurs auprès des consommateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le social semble prendre le pas sur l'environnemental, qui a toujours été la préoccupation principale des Français jusqu'à présent. On sent que pour la première fois, il y a une vraie sensibilité au Made in France qui apparaît, et une sensibilité aux entreprises qui conservent leurs salariés. En fait, avant, la fabrication dans des pays lointains était considérée comme mauvaise pour la planète, et donc acheter local, c'était bon pour la planète. Mais aujourd'hui, acheter local, ça a aussi un sens social, c'est une sorte de patriotisme économique.
Donc oui, il y a un effet Covid. Oui, ça donne deux bonnes raisons, plutôt qu'une, d'acheter français et de relocaliser. Adrienne Aurel-Pagès, la Banque Postale, c'est aussi évidemment un acteur de la finance, donc ça veut dire que vous investissez dans des entreprises, vous êtes actionnaire, vous pouvez peser aussi par vos votes sur le destin d'une entreprise. Cette notion de transparence, elle revient dans les décisions de la Banque Postale en matière d'investissement ? Oui, absolument. Je crois que la particularité du secteur bancaire, c'est qu'il ne peut pas se transformer seul. Comme il finance l'ensemble de l'économie, il doit accompagner la transition de l'ensemble de l'économie vers une trajectoire de neutralité carbone. Et donc, quand un acteur comme la Banque Postale s'engage à la neutralité carbone, nous, on s'est engagé à ne plus produire d'émissions carbone en 2040, donc 10 ans avant l'objectif de 2050 fixé par l'accord de Paris, on ne peut investir que dans des entreprises qui sont elles-mêmes dans cette trajectoire. Et donc aujourd'hui, effectivement, les enjeux de transparence, comme le disait Anthony, sont absolument clés. Évidemment, on ne va pas demander aux entreprises d'être aujourd'hui déjà à la neutralité carbone, mais en revanche d'avoir une trajectoire, d'avoir une stratégie de sortie et d'être transparent sur ces éléments. Alors, Amélie Aubry, je reviens sur ce qu'on a évoqué dans la première partie, quand on a posé les enjeux du débat. Vous avez commencé à parler des peurs qui pouvaient être associées au secteur de la tech ou à la transformation numérique. Est-ce qu'on peut détailler ça ? Alors, la tech est à la confluence de tout. Donc, si vous voulez, c'est bien plus général que ça. On a des Français inquiets. Donc, 82% des Français sont inquiets ou fortement inquiets de perdre leur emploi. C'est ce que nous disait très justement Anthony sur la repriorisation du social, qui était un peu l'élément oublié des stratégies RSE par le passé, malheureusement. Ensuite, donc il y a cette peur de l'IA qui pourrait remplacer l'humain et donc remplacer des emplois. Derrière, on va avoir le changement climatique, donc la peur de l'évolution climatique, à 73% de Français inquiets ou fortement inquiets. Et en troisième, surprise un peu de cette année, 72% de Français inquiets ou fortement inquiets du piratage et des cyberattaques. Ces trois-ci étant devant la peur de contracter le Covid, qui est seulement à 65%. Donc c'est ça qui est intéressant. Et nous, ce qu'on voit dans la façon dont on conseille les entreprises et les marques que nous accompagnons, c'est de se dire, certes, il va y avoir l'impact qu'on veut générer, ou plutôt le non-impact dans un premier temps où on corrige nos externalités négatives, mais plutôt comment on rétribue plus à la société que ce qu'on lui prend. Et puis, il va y avoir la méthode. Et c'est aussi, quand je vois une application comme Anthony ou un service tel que celui-ci, qui nous permet de voir comment les entreprises font les choses. Et c'est bien là où l'éthique est nécessaire dans la méthode, au-delà de l'impact positif qu'on va générer dans la société. Ouais. Oui, et puis ça, on est au cœur de notre débat. C'est-à-dire que mettre de l'éthique, placer l'éthique à un niveau central dans la stratégie numérique, dans la stratégie de transformation d'une entreprise, ça répond aussi à cette crainte de l'opinion, d'une certaine façon, Philippe Marquez. Oui, tout à fait. Il faut que dorénavant, tous les services et produits numériques intègrent ces critères éthiques et qui guident, entre guillemets, qui nous guident vers un numérique souhaité. Voilà, l'avenir du numérique sera certainement... Ouais. C'est ce qu'on appelle éthique by design ? C'est ce qu'on appelle éthique by design. Alors, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire intégrer dès les phases de conception d'un service ou d'un produit ces critères éthiques. Voilà, et en imaginant même quelles sont les conséquences de ce qu'on est en train de faire en matière d'usage, par exemple. Quels sont les usages que va susciter mon produit, mon service, ou les dérives éventuelles, bien sûr, qui sont plus difficiles à anticiper, bien sûr. Donc ça veut dire que vous, là aussi, dans les produits, dans le conseil, dans l'accompagnement que vous pouvez proposer chez Sopra Steria Next, il y a des outils qui permettent d'évaluer l'impact numérique d'un service sur toute sa durée de vie ou d'un objet sur toute sa durée de vie ? Oui, en l'occurrence, il y a une initiative locale chez nous de quelques collaborateurs qui ont travaillé sur un outil, c'est vrai. C'est quoi ? Alors ça s'appelle ACV numérique, ça permet d'évaluer l'impact numérique d'un service sur tout son cycle de vie. Donc ça s'appuie sur des données publiques de l'ADEME ou de Green IT par exemple. Mais il y a tout un tas d'autres initiatives dans notre groupe. Il y a un réseau qu'on appelle le Greenlight Network qui s'est mis en place par des collaborateurs. Et aujourd'hui, ils sont des centaines à discuter, échanger des bonnes pratiques sur leur quotidien. Et puis, Sopra Steria Next, c'est quand même une marque assez jeune, qui a 2 ans, même si nos activités de conseil sont bien antérieures dans le groupe. Et l'éthique numérique est un marqueur fort de notre promesse collaborateur et promesse client. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on souhaite aller. Est-ce que c'est une notion qui était un peu délaissée ou pas prioritaire dans les discussions que vous pouviez avoir avec vos clients et qui maintenant viennent spontanément ? C'est-à-dire, est-ce que je vais essayer de poser la question un peu différemment. Est-ce qu'avant, l'initiative venait de vous,
en disant il faut que vous intégriez cette notion d'éthique numérique dans votre stratégie et que c'est en train de s'inverser. C'est-à-dire que ça devient une demande des clients. Oui, je ne dirais pas que ça venait que de nous déjà. Oui, bien mais sûr. c'est sûr que ça a beaucoup évolué. Je vous disais tout à l'heure que tout a été trop vite. Depuis 15 ans, tout est technologie, tout est progrès. Et aujourd'hui, il est temps de se poser ces questions d'éthique. En gros, on a innové sans se poser vraiment ces questions-là. Donc oui, je pense qu'il y a une prise de connaissance générale. Et nous, évidemment, on est une société de services numériques, donc on a des mains dans le système d'information. Ce n'est pas trop une option de ne pas réfléchir à cette question. Oui. Amélie Aubry, votre baromètre, donc là, vous êtes appuyé sur le baromètre annuel, oui. Mais c'est un outil que vous réactualisez régulièrement, justement pour accompagner les dirigeants, les entreprises. Exactement, ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle des insights dans notre jargon, donc des faits sociétaux et un regard sur l'opinion et sur les différentes institutions pour les amener à prendre les bonnes décisions. Donc c'était en premier lieu ça, et donc on va en avoir à différents moments clés. Donc là, on vient d'émettre un nouveau rapport Monde sur la sortie de crise. On va en avoir sur les thématiques émergentes, type diversité et inclusion, suite malheureusement à la mort de George Floyd, qui a été un gros sujet aux US et dans le monde. On a un rapport spécial qui nous permet d'aiguiller nos clients et les marques que nous accompagnons sur ces sujets de la diversité et de l'inclusion. Donc ça veut dire que vous pouvez être en réaction à l'actualité. Alors, il nous faut un temps pour faire le terrain. Oui. On a cet enjeu d'être représentatif de la population. Donc, on a 1150 répondants à chaque fois par marché pour pouvoir faire des extrapolations. Mais oui, on est dans le show pour aider les entreprises à prendre les bonnes décisions. Là, vous avez une étude qui va sortir bientôt au niveau mondial. Là aussi, vous n'avez pas encore totalement les résultats au niveau mondial. Mais qu'est-ce que vous en attendez ? Alors, on attend de voir comment est perçue la sortie de crise. Oui. Quel est l'état des lieux de la confiance après cette année et demie, 2 ans là, que nous avons vécu, pour se dire vers où doivent aller les entreprises, quelles sont les priorités. On s'attend à ce que les entreprises doivent de plus en plus choisir ou s'engager. Et on les incite à faire des choix et pas vouloir être partout. C'est important d'être sur son territoire de légitimité. Et ces rapports nous aident à les aiguiller sur les attentes de la population, sur où elles doivent créer le plus de valeur et où, en fait, elles doivent apporter une transformation au-delà de ce que font les autres institutions. Adrienne Aurel-Pagès, on a parfois l'impression que les entreprises sont dans leur bulle, etc. En fait, plus elles sont, grâce à des outils comme ceux dont on a parlé, le baromètre de la confiance, les outils de Sopra ou le Moral Score, plus elles sont en prise avec la société, mieux elles évoluent. C'est une lapalissade de dire ça, mais il faut le mettre en place aussi. Oui, il faut mettre en place. Il faut absolument, effectivement, être à l'écoute des attentes de la société. Nous, en tant qu'entreprise public, on a un vrai équilibre à trouver entre des valeurs qui sont ancrées dans notre histoire et dans la République française et l'évolution et les nouvelles attentes sociétales qu'on se doit aussi d'accompagner pour répondre aux enjeux de nos clients. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce numéro d'Ethic & Smart. C'était passionnant. On n'a pas fait le tour parce qu'une demi-heure, ça passe trop vite. Mais bon, en tout cas, j'espère avoir répondu à vos questions, à vos interrogations. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro d'Ethic & Smart. Éthique numérique, responsabilité des entreprises, transformation digitale. Ce sont les thèmes qui nous passionnent ici. À bientôt. Merci à toutes et à tous. Ethic & Smart vous a été présenté en partenariat avec Sopra Steria Next, pour un monde numérique audacieux et responsable.